Bonsoir tout le monde, enchanté de vous retrouver en direct comme chaque semaine sur le plateau d'Infrarouge pour un nouveau débat d'actualité. Et ce soir, c'est le Proche-Orient qui nous réunit avec cette séquence de très très haute tension que l'on vient de vivre entre Tel Aviv et Téhéran. Vous l'avez vécu comme moi. D'abord une frappe israélienne sur le consulat iranien à Damas en Syrie. Une riposte massive et spectaculaire de la part de l'Iran dans la nuit du 13 au 14 avril. Vous l'avez vu, évidemment, des centaines de missiles et de drones, pour la plupart interceptés dans le ciel d'Israël et de ses voisins. Une contre-riposte très redoutée de la part d'Israël, finalement peut-être plus symbolique. On a eu très très chaud, très très peur dans la région et dans toutes les capitales du monde. Alors que s'est-il passé exactement ces derniers jours? Est-ce que le pire a été évité? Comment ce changement de donne avec une attaque directe, cette fois de l'Iran sur le sol israélien, change peut-être un peu la donne et les équilibres? Et quel est le projet de cet Iran de retour, de toute évidence, sur le devant de la scène? 5 invités ce soir pour un gros menu. On va essayer de faire au mieux. Mitra Sorabi, bonsoir. Bonsoir. Avocate genevoise d'origine iranienne, comme votre nom le laisse supposer, coprésidente de l'association Femmes, Vie, Liberté Suisse, qui se bat pour quoi? Eh bien, pour les femmes, la vie et la liberté en Iran. Merci d'être avec nous. Jean-Marc Ricli, bonsoir. Bonsoir. Jean-Marc Ricli, responsable des risques globaux et émergents au Centre de politique de sécurité à Genève, le GCSP de son petit nom. GCSP qui a du pain sur la planche dans ce siècle de tous les risques, c'est le moins qu'on puisse dire. Antonio, je sais pas pourquoi, moi, Antonio, ça vous irait bien d'ailleurs. Antoine Silacci, chef de la rubrique internationale de la RTS TV, ici, qui ne chôme pas non plus, avec votre rubrique active sur tous les fronts. C'est valable pour vous, Aline Jacotet aussi. Bonsoir. Bonsoir. Chef de la rubrique internationale du Temps, ancienne correspondante. Et ça aura son importance ce soir à Tel Aviv. Vous nous direz notamment comment on peut voir les choses du côté d'Israël, où le sujet reste probablement Gaza. Et enfin, Thierry Coville, qui est avec nous en duplex de Paris, économiste, chercheur à l'Institut des relations internationales et stratégiques, l'IRIS, spécialiste, s'il en est, de l'Iran contemporain, auteur en 2022 de l'Iran en mouvement. On va en parler de cet Iran en mouvement, de la Perse à la République islamique d'Iran. Alors, Iran, Israël, à quoi jouent les mollahs? Bienvenue dans Infrarouge. Jean-Marc Ricli, je vais commencer un peu avec vous. Vous avez l'air surpris, mais c'est comme ça. C'est vous le sécuritologue du plateau, si j'ai envie, si je peux me permettre. Tout le monde a vraiment retenu son souffle. Je le disais, dans les capitales, dans les rédactions aussi, beaucoup, dans la nuit du 13 au 14 avril dernier. Aujourd'hui, sur le plan strictement sécuritaire, là, on peut respirer un peu? La tension est retombée ou pas? On peut respirer, la tension est retombée. Je pense qu'on a clos ce chapitre, mais ça ne veut pas dire que le futur ne sera pas sans danger. Pourquoi? Parce qu'on a quand même une crise qui, pour la première fois, vous avez mentionné l'attaque directe de l'Iran sur Israël. Israël n'avait plus été attaqué par un État depuis 1991, lorsque l'Irak avait lancé des missiles Scud sur Israël. Et donc, on était jusqu'à maintenant dans une espèce de guerre un peu de l'ombre. Et là, on est arrivé sur une confrontation directe. Et ce qui est intéressant également, c'est que là derrière, vous avez le concept de dissuasion. Des deux côtés, on a voulu réaffirmer sa dissuasion. Or, pour faire cela, les Iraniens ont attaqué de manière directe les Israéliens. Et ce qui était aussi intéressant, c'est qu'en janvier dernier, on a rappelé qu'il y avait des attentats en Iran de la part de l'État islamique. Et en représailles de ça, les Iraniens ont aussi attaqué, ont lancé un missile au Pakistan. Le Pakistan a réciproqué. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que... Changement de grammaire comme ça. Alors. Dans la région, il y a une espèce... L'utilisation de la force est décomplexée, et surtout la force de la part de l'Iran contre deux puissances nucléaires que sont le Pakistan et Israël. Et donc ça implique de repenser la dissuasion. D'un autre côté, ce qu'on a aussi vu, c'est que l'Iran, après, a essayé vraiment de calmer la crise, surtout après la contre-attaque israélienne, où quasiment les responsables iraniens ont quasiment nié que ça s'était passé. On dirait qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Exactement. Et pour terminer, ce qui serait intéressant par rapport à cette crise-là, c'est que non seulement on a un exemple réel d'attaque, et donc là, on va tirer beaucoup de leçons sur
au niveau de l'utilisation des missiles et des systèmes antimissiles. Et puis je pense que ce qui se passe là, on ne peut pas le déconnecter de ce qui se passe dans le reste du monde, notamment ce qui se passe en Ukraine. On tire des leçons, et puis surtout, probablement ceux qui regardent également, c'est les Chinois et Taïwan, parce que là, ça fournit des indications assez intéressantes sur l'utilisation de la force dans les conflits modernes. Bon, là, vous ouvrez un menu, vous me charriez avant l'émission en disant que à chaque fin d'émission, je dis qu'il nous en faudrait 3 ou 4, mais là, pour le coup, il nous en faudrait vraiment 3 ou 4. Mitra Sorabi, qu'est-ce qui se passe le 13 avril au soir dans l'hémisphère iranien de votre cerveau quand vous voyez les missiles et les drones quitter le territoire iranien pour se diriger vers Israël ? Bon, déjà, il y a une surprise quand même, parce que c'est vrai que tous les analystes qu'on a pu entendre disaient finalement il n'y aura jamais d'attaque directe. Et c'est vrai que, comme vous le mentionniez, il y a vraiment un changement de doctrine de la part de la République islamique qui est d'attaquer Israël sur son territoire. Par contre, quand j'entendais la tension est retombée, je dirais qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on est face à une République islamique qui mène la guerre de l'ombre dont vous parliez, donc une guerre idéologique contre les États-Unis, contre Israël depuis 1979. Et cette guerre idéologique, si vous voulez, elle ne s'arrêtera pas aussi longtemps que les mollahs seront au pouvoir en Iran. Donc disons, la tension n'est pas tellement retombée, la tension a toujours été là, sera toujours là. La réponse finalement israélienne, qui était effectivement assez mesurée, on peut aussi se poser la question de savoir si la séquence est vraiment terminée. C'est la question que je vous pose. On est en pleine fête de Pâques juive. Est-ce que cette espèce de réponse très mesurée est un premier acte ? Certains le pensent. Est-ce que finalement c'est fini ? Est-ce qu'il y aura d'autres épisodes de ce type ? À titre personnel, je pense de toute manière que d'autres épisodes de ce type-là vont se passer, parce que la République islamique est vraiment face à un ennemi quand il s'agit d'Israël. On rappelle que la République islamique ne reconnaît pas l'État d'Israël. Les dignitaires de la République islamique parlent de l'État sioniste. Ouais, on n'est pas dans une reconnaissance. Et donc, quand cette République islamique utilise ses intermédiaires pour aller frontalement contre Israël, c'est parce que l'un de ses objectifs idéologiques, c'est simplement la destruction de cet État. Alors, on va faire 3 choses ce soir, si vous êtes d'accord, et j'espère que vous le serez. D'abord, on va se pencher sur la situation actuelle, le risque de déflagration plus large dans la région. Ensuite, on va se demander ce qui a changé dans l'équilibre des forces. Et enfin, on se penchera sur l'Iran pour savoir quel est le dessin, qu'est-ce qu'on a dans la tête à Téhéran. Mais avant de tous vous entendre, et je vais vous demander un tout petit peu de patience encore, retour sur cette séquence de très très haute tension et sérieuses questions qu'elle pose avec le brief de l'excellent Christophe Sirot. Pourquoi l'Iran s'est-il engagé frontalement dans le conflit au Proche-Orient ? En menant l'opération Promesse Honnête, un raid inédit contre Israël, les mollahs se sont-ils piégés eux-mêmes ? Pour y voir plus clair, reprenons le fil de ces dernières semaines. D'abord, le consulat d'Iran à Damas est pulvérisé. Frappe imputée à l'aviation israélienne, une quinzaine de morts, des hauts gradés iraniens en partie, parmi eux un général clé dans l'armement du Hezbollah libanais, allié de Téhéran. Réplique iranienne ensuite. Après avoir averti Tel Aviv et Washington, Téhéran envoie 300 drones et missiles vers l'État hébreu, interceptés par le dôme de fer anti-aérien d'Israël, par ses alliés occidentaux et par la Jordanie. Du jamais vu, car depuis des années, l'Iran mène sa guerre contre Israël via ses proxys au Moyen-Orient, Hamas palestinien, Hezbollah libanais, milices chiites en Syrie et en Irak, rebelles houthis yéménites. Sitôt après le raid aérien, le Conseil de sécurité de l'ONU appelle à la désescalade et les deux camps se justifient. Côté iranien, cette opération était nécessaire et proportionnée. Elle était précise et a seulement visé des objectifs militaires. et côté israélien. L'Iran, le sponsor numéro 1 de la terreur dans le monde, a montré son vrai visage en tant que déstabilisateur de la région et du monde. Vendredi, Téhéran signale 3 explosions dans la province d'Isfahan, au centre du pays, près d'une base militaire, proche d'un laboratoire nucléaire. Pas de dégâts, pas de victimes, réplique ajustée, comme disent les stratèges, le spectre d'une escalade militaire s'éloigne. Surtout, ces épisodes sortent Benyamin Netanyahou de son isolement sur la scène internationale, avec autour de lui une coalition claire, États-Unis, France, Royaume-Uni et des États arabes sunnites. De quoi remotiver ses troupes. L'Iran est derrière le Hamas et aussi le Hezbollah et d'autres. Mais nous sommes déterminés à gagner à Gaza et à nous défendre sur tous les fronts.
Dans la bande de Gaza assiégée, l'armée israélienne menace toujours d'une offensive terrestre au sud pour éradiquer le Hamas. Les bombardements ont repris de plus belle depuis dimanche sur Rafah, au lendemain d'une nouvelle promesse d'aide militaire américaine à Israël de 13 milliards de dollars. Rafah, où sont réfugiés selon l'ONU 1,5 million de Palestiniens et où l'aide humanitaire n'entre qu'au compte-gouttes. Avec son raid inédit contre Israël, la République islamique a détourné l'attention du cœur du conflit et sans doute, malgré elle, renforcé la position du gouvernement Netanyahou. Thierry Coville-Mercier d'être avec nous en duplex de Paris, je le disais, on va parler de beaucoup de choses, je le disais aussi. Un mot d'abord sur ce qui vient de se passer, sur la séquence immédiate, cette attaque ou cette riposte de grande envergure de Téhéran dans la nuit du 13 au 14 avril. Vous avez parlé, on vous a lu évidemment, vous avez parlé de riposte calibrée, hein, ce sont vos termes. 300 missiles, 300 drones, c'est du gros calibre quand même déjà, non ? Oui, vous savez, j'essayais de traduire par les mots le fait que, comme ça vient d'être dit dans votre très bon reportage, le fait que l'Iran voulait envoyer un message à travers cette attaque. Et je pense que, d'ailleurs, je crois que ça a été même dit par le guide Ali Khamenei, ce qui compte, c'est pas le nombre de missiles ou de drones qu'on a envoyés, c'était le fait qu'on les fait. Voyez. Donc il y a l'idée d'envoyer un message. Je pense qu'ils ont prévenu 3 jours avant, d'après ce que j'ai compris, les pays par lesquels allaient passer ces missiles et ces drones, et sans doute les États-Unis, qu'ils allaient attaquer. Donc l'idée, c'est que c'était sans précédent, une attaque directe de l'Iran contre Israël. D'un autre côté, ils voulaient leur objet, enfin, je veux dire, le fait, c'est plutôt le message, et je pense qu'ils étaient assez satisfaits que le fait que la plupart des missiles et des drones étaient interceptés avant d'arriver sur le territoire israélien. C'est pour ça que j'ai parlé de riposte calibrée. C'était pas, vous voyez, fait pas que ça se transforme. Ça donne l'occasion à Israël, des motifs à Israël pour transformer ça en une guerre totale avec l'Iran. Aline, riposte pas calibrée. Si un missile était tombé sur Jérusalem, on a vu des missiles interceptés dans le ciel de Jérusalem, vraiment, c'est des images très impressionnantes du dôme de fer. Si ça avait été le cas, on ne faisait pas la même émission ici ce soir, on la faisait d'ailleurs probablement pas ce soir, on la faisait le 13 avril en Breaking News, non ? Oui, alors absolument. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que les Israéliens sortent véritablement gagnants de cet épisode. Ils sortent gagnants parce qu'ils ont à la fois donné une riposte tout en étant extrêmement mesuré. Netanyahou s'était vraiment muré dans le silence pendant plusieurs jours pour réfléchir à ce qu'il allait faire après cet épisode. Et cette fois-ci, en fait, contrairement à ce qui s'est passé le 7 octobre, l'armée était au rendez-vous. Donc les Israéliens sont extrêmement rassurés de voir que non seulement leur armée a réussi à activer la défense pour faire en sorte que ce genre de scénario n'arrive pas, mais aussi que cette alliance régionale autour d'Israël a fonctionné. Et maintenant, on s'attend, les dernières news nous disent qu'en fait, dans les jours, heures qui viennent, les troupes israéliennes se préparent à entrer dans Rafah. Et donc les grands gagnants, à mon avis, de cette histoire, c'est les Israéliens. Les grands perdants sont les Palestiniens de Rafah, qui maintenant peuvent vraiment s'attendre à cette offensive parce que les Israéliens sont, entre guillemets, reboostés par cet épisode dans la guerre. Alors on va parler absolument de tout ça, évidemment. Je reste sur la parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Rafah, c'est pas exactement la même chose que ce qui vient de se passer. La séquence de haute tension dont on parle entre Israël et l'Iran, juste pour cette question de premier tour de table, elle est terminée ou elle n'est pas terminée ? Elle est terminée, on va dire, à mon avis, dans les jours, semaines qui viennent, mais ça inaugure quand même un nouvel épisode, en fait. On est dans une nouvelle séquence dans cette guerre entre Iran et Israël. Il y a une sorte de tabou qui est tombé. Le tabou, c'était d'attaquer directement. Ouais. Auparavant, en fait, on attaquait par proxy ou alors on attaquait par attaque informatique. Moi, je me rappelle quand on vivait en Israël, en fait, il y avait tout le temps des attaques informatiques et puis probablement que la plupart du temps, il y avait aussi l'Iran qui était derrière. Mais cette fois-ci, on est vraiment dans une sorte de confrontation directe. Et donc, à mon avis, dans les mois, les années qui viennent, on va assister probablement à d'autres épisodes comme celui-ci, avec toujours ce risque, en fait, que ça dégénère complètement. Un proxy, on va peut-être clarifier, là, un proxy, c'est un groupe sur lequel on s'appuie pour faire une guerre asymétrique et indirecte, le Hezbollah, les Houthis, éventuellement le Hamas. Si je m'arrête, Antoine Silacci, sur cette question du risque, parce que c'est vraiment que, quand je dis qu'il y avait une tension, moi je me souviens, vendredi, on se disait, ça y est, la déflagration, elle est là, elle est imminente, qu'est-ce qui est en train de se passer ? L'Iran est en train d'attaquer Israël sur son sol, on a déclenché des guerres, y compris mondiales, pour moins que ça. Bon, c'était une séquence extrêmement dangereuse. Je ne sais pas si on se rend compte aujourd'hui, parce que certes, 99% des missiles et drones ont été interceptés, ils étaient prévenus, c'était calibré, tout allait bien. Mais
C'était un jeu qui n'avait jamais été joué. Les bavures, comme vous l'avez dit, étaient possibles. Un missile balistique, ça s'arrête un petit peu plus difficilement qu'un drone iranien qui met des heures et des heures à venir. Certes, il y avait une volonté de la part des Iraniens de jouer l'escalade, mais d'essayer d'avoir une espèce d'escalade maîtrisée. Mais c'était, si on veut, c'est un pas de danse qu'ils n'avaient jamais fait sur la piste. Et c'était, excusez-moi, c'était très, très casse-gueule de le faire ainsi. Donc pour moi, on revient de très, très loin. C'est passé vraiment très, très chaud. Et l'autre chose fascinante, je trouve, dans cette séquence, c'est la désescalade, comme elle a eu lieu. Imaginez, il y a à peine, je ne sais pas moi, 2 ans, si on avait dit qu'une puissance régionale, l'Iran, envoyait 300 missiles, drones, etc., sur l'État d'Israël, qu'une puissance nucléaire, et que ça ne débouche pas sur un conflit, je ne vous aurais pas... Ça aurait été inaudible. C'est pour ça qu'on parle de changement total de grammaire. C'est un changement total. Et là, ce qu'il faut bien savoir, c'est que derrière, il y a eu un travail énorme, à mon avis, de la diplomatie américaine pour arrêter tout le monde. Je rappelle que le soir de l'attaque des missiles, les Israéliens étaient prêts à riposter de manière visiblement assez forte directement dans l'heure. Ils les ont retenus et durant plusieurs jours, ça a été le jeu de la désescalade. Ok, les Israéliens, vous allez pouvoir frapper l'Iran, mais on va trouver, on va dire, la juste mesure pour arrêter ça. Donc, fascinant dans la mesure jusqu'où on est allé. Lancer 300 projectiles sur une puissance nucléaire sans qu'il y ait de guerre, c'est déjà pas mal. Et fascinant de voir à quel point on est revenu en arrière relativement vite. Franchement, dans l'histoire des relations internationales, c'est rarement arrivé. Est-ce que, tiens, Ali Jacotet, je reviens vers vous. La guerre ouverte avec l'Iran, entre l'Iran et l'Israël, il semble que ce soit un scénario qui est écarté a priori par l'un comme par l'autre. Pourtant, quand on est l'Iran et qu'on balance 300 missiles sur Israël, respectivement, quand on est Israël et qu'on frappe un à un les gardiens de la révolution jusque dans un consulat iranien, qui est quand même théoriquement, selon le droit international, un peu un sanctuaire, on prend le risque d'une déflagration majeure de part et d'autre, non ? Oui, on prend le risque. Mais je crois que c'est vraiment, c'est de part et d'autre. En fait, on prend un risque parce qu'il y a des intérêts internes, il y a des intérêts politiques. Madame parlera certainement mieux du régime des Mollahs que moi. Mais du point de vue israélien, en tout cas, il y a des intérêts, évidemment, à montrer les muscles aussi face à l'extrême droite, etc., dans le gouvernement Netanyahou. Mais en même temps, on marche sur une ligne de crête. Parce que je pense que des deux côtés, en fait, on est vraiment dans cette ligne où à la fois il faut montrer qu'on est capable, mais à la fois il faut être capable aussi de s'arrêter. Israël parce qu'il y a Gaza et que c'est ça la priorité, et l'Iran parce que l'Iran n'a probablement pas les capacités en fait militaires de se lancer dans une confrontation à large échelle avec Israël et avec les États-Unis. Et je pense qu'à Téhéran, on le sait aussi. Je vais vous demander, Jean-Marc Ritli, de faire un peu le général en chef des deux armées et de manière vulgarisée, mais si conflit ouvert il y avait, si déflagration il y avait, tout le monde spécule, tout le monde nous dit les Iraniens n'ont aucune chance, etc. C'est quoi la réalité des faits ? La réalité des faits, c'est que ce qu'on a vu, c'est qu'en effet, il y a eu un taux d'interception très très important et heureusement. Parce que comme Antoine Silacci l'a dit, c'était pas donné dès le départ. Ça aurait très bien pu mal fonctionner. Alors, il y a eu, ça a été téléphoné en effet, mais on n'était jamais sûr que ça fonctionnait. Il y a d'ailleurs si vous voulez, la défense antimissile israélienne est composée de 3 couches, et la 3e couche, qui est celle exa-atmosphérique, donc l'interception au-delà de l'atmosphère, c'était la 2e fois que c'était utilisé. Il y avait eu la première interception en novembre l'année dernière. Donc ça aurait pu ne pas fonctionner. Si maintenant je suis du côté de l'Iran, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais apprendre de cette attaque, je vais voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, essayer de régler les problèmes. De la même chose du côté israélien. Et puis, ce qui reste pour l'Iran, c'est en effet cet axe de la résistance, donc ces proxys, ces supplétifs, qui sont une arme. Enfin, si vous voulez, l'Iran repose sa stratégie sur les technologies balistiques, donc les missiles, les vecteurs, et puis ces groupes qui font pression dans la région. Ces groupes, c'est le Hezbollah, on va être clair. C'est le Hezbollah au Liban, ce sont des milices chiites en Syrie et surtout en Irak, ce sont les Houthis au Yémen, et bien sûr pour le Hamas. Donc, l'atout principal de l'Iran, c'est quoi dans la région? C'est quand même le Hezbollah. Mais le Hezbollah est quand même mis sous pression. Donc, ce qu'on risque de voir quand même maintenant, c'est une période
probablement d'accalmie. De l'autre côté, du côté israélien, ça va quoi? Ça va renforcer le fait qu'ils vont vouloir plus d'armes du côté américain. Vous avez vu que d'ailleurs, ils viennent de recevoir 5 milliards. Pourquoi? Parce qu'il faut voir que la défense antiaérienne, c'est très, 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 très cher. Un seul missile, c'est 1 million. Vous voyez? Et donc, là, vous avez une asymétrie aussi au niveau du coût. Entre le coût que ça coûte à l'attaquant et c'est beaucoup plus cher de défendre. Donc, ce qu'on risque de voir, c'est une augmentation de la militarisation de la région. Et puis après, vous avez les autres acteurs dans la région, qui sont les monarchies sunnites du Golfe, qui, elles, essaient de jouer Alors, on va parler précisément du jeu d'alliance. Aline Jacotet, je voyais lever le doigt discrètement. Très brièvement rebondir en disant que, d'ailleurs, Israël sort renforcé. D'ailleurs, ce soir, on assiste ces dernières heures à une attaque très massive, en fait, des Israéliens sur le sud du Liban, avec une quarantaine de morts. Et puis, il y a eu beaucoup de commandants aussi de régionaux qui ont été tués. Donc, ça renforce vraiment Israël dans cette séquence-là, en fait. Tout le monde lève le doigt, puisque depuis que vous avez levé le doigt, Aline Jacotet, à commencer par vous, Thierry Coville, à Paris. Je vous donne la priorité, puisque vous êtes plus loin. Non, je voulais simplement revenir. Je suis tout à fait d'accord qu'à court terme, on le voit, le gouvernement israélien semble attirer un avantage de cette séquence. Mais je voulais simplement noter que je pense que du côté iranien, ils savaient très bien ça. Ça fait longtemps qu'il semble bien qu'il y a une tentative du côté israélien de les faire tomber dans un piège qui serait de les entraîner dans un conflit avec Israël et surtout avec les États-Unis. Donc ils le savaient très bien ça. Donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ils ont pris ce risque qui est quand même effectivement énorme. Et je pense qu'il y a premièrement, alors il faut peut-être le rappeler parce que souvent, bon, vous le dites, mais attaquer un consulat, c'est quand même attaquer le pays. Donc je sais pas qu'il y a des gens qui semblent l'oublier, mais d'ailleurs on peut se poser la question pourquoi il n'y a pas une résolution des Nations Unies condamnant cette attaque du consulat iranien en Syrie. Deuxièmement, et vous l'avez aussi dit, il y a une guerre indirecte entre l'Iran et Israël depuis des années. Mais du côté iranien, je l'ai lu dans la presse iranienne, il y avait le sentiment qu'avec cette attaque du consulat iranien, les règles du jeu avaient changé. Donc c'est la première fois que l'armée israélienne attaque directement l'Iran. Donc en Iran, il y avait l'idée que si on n'agit pas maintenant, le gouvernement israélien, l'armée israélienne va devenir de plus en plus audacieuse. Donc il y avait l'idée, il faut leur envoyer justement l'idée du message. Leur dire qu'une ligne rouge a été franchie, qu'il ne faut pas qu'ils recommencent. Donc il y avait l'idée du message de cette attaque. Et je pense qu'il y a un autre élément qui a sans doute joué, mais peut-être pas aussi important, mais qui est une réalité en Iran. Le gouvernement iranien est surtout soutenu par 20-30% de la population iranienne. Et on a eu des déclarations après l'attaque du consulat iranien en Syrie d'un vrai mécontentement, notamment d'anciens passedarans qui disaient « bon, ça suffit ». Parce que c'est pas nouveau qu'il y ait des officiers, des passedarans iraniens qui soient assassinés par Israël. Ça suffit. Jusqu'à quand on va accepter ça? Donc, tous ces éléments ont fait qu'effectivement, je pense que l'Iran savait très bien que ça pouvait donner un avantage stratégique à court terme à Israël, mais c'est pour ça qu'ils ont décidé de réagir. Des gardiens de la Révolution, pour faire une traduction quasiment simultanée ou presque. Mitra Sorabi, je vous sentais un petit peu bouillonné. J'ai pas l'impression que vous soyez 100% d'accord avec... Non, c'est-à-dire par rapport à l'attaque du consulat. Alors effectivement, on pourrait débattre sur l'aspect juridique, mais ça, je crois que c'est une question de droit international tranché. Voilà. Est-ce qu'un consulat, c'est une ambassade? Oui, ça, je crois que c'est pas le sujet du débat de ce soir. Ouais. Par contre, ce qui est vrai, c'est que Israël, parce que l'État israélien a très bien compris la menace iranienne et donc vise le corps des gardiens de la Révolution depuis à peu près 12 ans. Il y a eu des attaques, il y a eu des attaques en décembre dernier, il y a eu même des attaques en 2013 où des dignitaires du corps des gardiens de la Révolution qui dirigent le pays aux côtés du guide suprême et de son bureau, ont été visés et tués. Quand on parle d'attaque, c'est vraiment c'est systématique. C'est des opérations ciblées, avec des assassinats ciblés. Tous les 2 mois et demi, il y a un général des gardiens qui y passe. Absolument. Donc, si vous voulez, quand il y a cette attaque avec ces 7 membres du corps des gardiens de la Révolution qui est tué à Damas, je ne pense pas qu'Israël a voulu tendre, si vous voulez, un piège. On entend ça souvent dans la presse. Il n'y a pas une volonté de tendre un piège, il y a une volonté, si vous voulez, de neutraliser des personnes qui sont membres de la force Al-Quds, des gardiens de la Révolution. Il faut bien comprendre ce que ça implique. Al-Quds est là pour soutenir, si vous voulez, l'idéologie du régime islamique à l'extérieur de ses frontières et en l'occurrence en Syrie.
Donc c'est ça, finalement, ce qu'a voulu faire Israël. Et par rapport, peut-être pour revenir une seconde sur ce que vous disiez sur est-ce que la République islamique a une chance ou pas dans une guerre ouverte qui semble pas être à l'agenda, il faut quand même rappeler que la République islamique est très mal positionnée puisque son aviation est extrêmement vieille et pas au niveau. Donc au niveau de l'armée en tant que telle, elle n'a aucune chance. Et puis surtout, la République islamique, alors j'entendais un pourcentage de 20 à 30% des Iraniens qui seraient favorables à la République islamique. Alors, ça fait soit 70 ou 80 qui seraient défavorables. Alors, si vous voulez, il y a des sondages extrêmement sérieux avec des méthodologies sérieuses qui arrivent plutôt à un taux de 18%, mais on ne va pas ergoter pour quelques pourcents. Eh bien, ils n'ont pas le soutien de la population. En tout cas, c'est ce qu'on voit. Y compris dans un conflit contre Israël. C'est-à-dire que vous avez 80% de la population qui estime que tout ce que soutient la République islamique est mauvais. Ouais. Donc, en réalité, je ne vois pas comment ces gens-là pourraient se dire, dans le fond, on va les soutenir dans une guerre ouverte contre d'autres personnes. Personnellement, j'y crois pas du tout, et en tout cas, c'est pas corroboré par ce qu'on voit qui nous vient des Iraniens. Alors, la question de la crise immédiate, je vais vous rendre la parole après, Aline, ne vous faites aucun souci. On va la laisser de côté pour l'instant, on a déjà répondu, je crois, en grande partie. La question, c'est qui sort, on l'a touché aussi du doigt, qui ressort gagnant, perdant de cette séquence, et surtout comment est-ce qu'elle change peut-être la donne et les équilibres dans la région. On peut prendre la carte de la région, si tout le monde ne l'a pas en tête, ça fait toujours du bien de la revoir. Israël ne s'est pas défendu tout seul dans la nuit du 13 au 14 avril, il y a évidemment les Américains et les Européens, mais aussi un certain nombre des États arabes sunnites, Jordanie en tête dans la région, les Émirats aussi probablement par le truchement de leur radar et de leur renseignement, et puis l'Iran non plus n'est pas tout seul dans ce combat. On a parlé de l'Axe de la résistance. C'est les fameux proxys sur lesquels l'Iran s'appuie au Liban, en Syrie, en Irak et un peu partout via les Houthis du Yémen. Antoine Silati, vous êtes d'accord avec l'analyse que faisait, je crois, Aline Jacotet? Il y a un grand gagnant de cette histoire tuons pas le suspense. Qui sort gagnant de cette échauffourée? Vous êtes d'accord que c'est Israël sur toute la ligne? À court terme, effectivement, Israël, de par sa démonstration de force militaire, que ça soit dans comment est-ce qu'ils ont réussi à arrêter l'attaque et comment est-ce qu'ils ont aussi réussi à riposter, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, ça paraissait pas énorme ce qu'ils ont fait. On a parlé de 4 drones sur le territoire iranien. Tout d'un coup, il y a peut-être 2-3 missiles qui sont tombés sur le sol iranien. Visiblement, ils ont réussi à détruire des systèmes de défense antiaérienne parmi les plus perfectionnés qu'il y a en Iran, des S-300 de fabrication russe, tout ça avec 2-3 missiles. Donc on a d'un côté les Iraniens qui ont balancé 300 missiles et en gros il n'y a quasi rien qui est tombé. Les Israéliens, eux, ils ont lancé 2-3 et ça a plutôt bien marché. Donc au niveau militaire, ils sont, je dirais, plutôt gagnants à court terme. Après, il y a eu ce discours en Israël le jour d'après. C'est le moment d'une grande coalition arabe contre l'Iran, etc., etc. Regardez, même les Jordaniens ont participé à notre défense. Faux. Les Jordaniens, s'ils ont participé, s'ils ont descendu des vecteurs dans le ciel, c'est parce qu'il leur passait dessus. Oui, ils sont quand même un peu liés par un traité de paix avec Israël depuis 94. Oui, mais ce n'est pas une alliance. Il n'y a pas d'alliance stricto sensu entre ces pays. Donc, au contraire, les Jordaniens étaient plus embêtés qu'autre chose. Il ne faut pas oublier qu'il y a Gaza là au milieu. Il n'y a aucun régime pays arabe de la région qui aujourd'hui peut s'afficher aux côtés d'Israël ouvertement. Donc cette idée qu'il y avait un momentum d'une espèce de grande coalition autour d'Israël hors pays occidentaux, elle n'est pas du tout juste. Tant que le problème israélo-palestinien n'est pas réglé, ça risque d'être difficile. Donc à long terme, difficile de dire si Israël sera vraiment gagnant. Strictement militairement, Jean-Marc Ricli, l'opération du 13 avril, est-ce que c'est pas un triomphe je parle même pas encore du jeu d'alliance qui se déploie derrière, sur le plan militaire. Est-ce que c'est pas un triomphe sur toute la ligne, avec à la fois la démonstration d'une supériorité intrinsèque et une solidité des alliances à toute épreuve? Il y a quand même 5 missiles qui sont passés. Donc, si maintenant vous pensez à la possibilité que l'Iran, qui est un État du seuil, donc il y a maintenant des capacités... État du seuil, dites-nous ce que c'est qu'un État du seuil. L'État du seuil, c'est un État qui est très proche de développer des capacités d'armes nucléaires. Quand vous enrichissez au-delà de 60%, après c'est très simple d'enrichir 90% qui est le pourcentage, le seuil militaire. Après, il faut développer les vecteurs. Les vecteurs, ce sont ces missiles. Alors, si on imagine maintenant que ce qu'on fait
les Iraniens ce qu'on appelle une attaque de saturation. C'est qu'on envoie beaucoup de vecteurs et puis on sature les défenses de l'ennemi. Puis l'idée, c'est que, ben oui, même si 95% sont interceptés, il y en a qui passent. Alors, tant que c'est des charges conventionnelles, c'est pas un problème. Maintenant, si vous mettez des charges nucléaires, ça change un peu la donne. Et donc, ça, je peux vous dire que ça va être... c'est pris très au sérieux. C'est pris très, très au sérieux. D'ailleurs, vous avez parlé de la riposte et puis des attaques contre les batteries de S-300 qui se trouvent tout près de Natanz, qui est un centre d'enrichissement d'uranium. Le second est Fordo. Derrière, il y avait un message très, 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 très clair. Les Israéliens ont signalé aux Iraniens on sait où ça se passe. On sait où ça se passe, on a les moyens de frapper, et puis ben là, on vous montre qu'on arrive à, si vous voulez, détruire vos capacités anti-aériennes, et la prochaine fois, si on devait le faire, ben peut-être qu'on va pouvoir taper directement avec des bombes pénétrantes, mais là, ça demanderait la coopération avec les États-Unis, parce que les Israéliens n'ont pas ce type de bombes. Mais là, derrière, il y a clairement un message qui est basé aussi sur la prolifération, l'État, l'Iran en tant qu'État proliférateur. Si on élargit la question militaire, cette fois à la question des équilibres et des alliances, Thierry Coville, face à Téhéran et dans la région, ça fait apparaître, semble-t-il, je soumets ça à votre sagacité, cette séquence, une forme de coalition, je ne sais pas si le mot est fort, mais appelons ça comme ça, de fait assez forte autour d'Israël, avec évidemment les États-Unis et les Européens, ça c'est une surprise pour personne, et aussi de toute évidence, et ça l'est peut-être un peu plus, en tout cas dans l'efficacité du coup de main, de la part des pays arabes sunnites, Jordanie en tête, ça commence à faire beaucoup de monde face à Téhéran. Donc sur le plan des alliances, de nouveau, on comprend mal l'opération, mais dites-nous. Oui, mais alors je pense qu'il faut faire attention au bruit médiatique qu'il y a un peu autour. Je pense qu'effectivement, on essaye de nous vendre un peu un narratif juste après la réponse israélienne qu'il y a une coalition, c'est de bonne guerre, hein, chaque pays a un narratif. Il y a une coalition maintenant autour d'Israël avec les pays occidentaux et les pays arabes. Bon, la réalité, elle est quand même plus compliquée. Alors, je pense que dans la réponse iranienne, il y avait aussi l'idée de rétablir leur crédibilité, enfin d'assurer leur crédibilité vis-à-vis de leurs alliés régionaux et de l'axe de résistance. Hein. Donc, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen et les milices chiites en Irak et en Syrie. Donc, et ça, c'est, si vous voulez, que l'Iran soit pas l'ami de tout le monde dans la région, c'est clair, mais ça, cet axe de résistance, il y a des liens extrêmement forts avec l'Iran. En ce qui concerne effectivement les pays arabes sunnites, moi, d'après ce que j'ai compris, comme vous l'avez déjà expliqué, il y a quand même eu un rétablissement des relations diplomatiques sous l'égide de la Chine il y a maintenant quelques mois entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Donc, les deux pays discutent entre eux. Les relations économiques, je pense que les Émirats arabes unis, je regardais les chiffres, c'est un des principaux canaux ce qui concerne les importations de l'Iran. Donc, il y a des liens quand même très forts économiquement. Moi, je pense que, en dehors du narratif, je pense qu'il y a une énorme inquiétude de la part des pays arabes sunnites sur les conséquences d'un conflit ouvert. Et vous avez, je crois qu'un de vos invités l'a rappelé au début, c'est que du côté de l'Arabie saoudite, ils n'ont pas oublié ce qui s'est passé en septembre 2019. Alors, soi-disant, il y a eu des missiles qui ont détruit des champs pétroliers en Arabie saoudite. On a dit que c'était des missiles qui venaient des Houthis. Bon, tout le monde sait que les Houthis n'avaient pas la capacité d'envoyer ces missiles, donc ça venait d'Iran. Il y a eu des menaces très claires de journaux extrémistes iraniens contre les Émirats arabes unis. Donc, je pense qu'il y a une inquiétude de ces pays par rapport au risque d'un conflit. Une alliance, vous voyez, totale des pays arabes sunnites avec Israël contre l'Iran, je pense qu'il faut rester prudent quand on dit ça. Non, mais il peut parfois suffire d'une alliance de fait. Je vais vous poser la question à l'envers, Mitra Sorabi. Est-ce que l'Iran a gagné quelque chose dans cette opération ? Juste pour revenir, vu que vous me posez la question à l'envers, alors la coalition autour d'Israël, c'est un des sujets, mais la coalition en réalité autour de la République islamique, alors, il y a des périodes où elle s'entend un peu mieux ou un peu moins mal avec certains pays de la région, mais elle n'a pas d'alliés. Et quand on parle de l'axe de la résistance autour du Hezbollah qui a été créé par la République islamique, du Hamas, des Houthis et des groupes djihadistes, il faut bien voir de quoi on parle. C'est-à-dire que c'est un amas de groupes terroristes qui se proclament axe de la résistance. Et qui sont quand même soutenus par quelqu'un qui pense l'axe de la résistance. Mais la résistance contre quoi ?
Ces gens-là se battent contre les démocraties occidentales, comme ici en Suisse. C'est contre ça qu'ils résistent en réalité. Et donc, d'opposer, si vous voulez, l'axe de la résistance, qui est, je le répète, un amas de groupes terroristes, à une coalition d'États, alors une coalition de circonstances ou une coalition de long terme, on peut en discuter des heures, mais contre des États légitimes, eh bien, à mon avis, c'est une comparaison, en tout cas, que moi, je ne ferai pas. Ce que la République islamique gagne là-dedans, en réalité, et c'est Thierry Coville qui le rappelait, elle a lancé un message. Et en réalité, elle lance un message à qui ? Elle lance un message aux 20% d'Iraniens qui sont encore favorables à la République islamique et à ses membres de ce soi-disant axe de résistance. C'est à eux, finalement, que la République islamique s'adresse. Maintenant, ce qu'elle gagne, pas grand-chose. En réalité, c'est vrai ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté d'entrer dans une guerre ouverte, puisque probablement que les mollahs, qui ne sont pas tout à fait idiots, savent que s'il y a une guerre ouverte, eh bien, ce sera assez facile de les destituer, en réalité, parce qu'ils n'ont pas le soutien de leur population. J'ai envie qu'on ne peut pas faire cette émission sans se poser la question de Gaza. Forcément, vous disiez, Aline Jacotet, les grands gagnants, c'est les Israéliens, les grands perdants, c'est peut-être les Palestiniens. Antoine Silacci, il y a deux choses, il y a l'amont et l'aval. En amont, on s'est rendu compte que la question palestinienne n'était pas le sujet pour la République islamique d'Iran, puisque c'est pas du tout ça qui l'a jeté dans le conflit, enfin, poussé à riposter, mais c'est une attaque contre son consulat. Puis en aval, on n'a pas l'impression que les Gazaouis sortent vraiment grands gagnants de cette situation. Non, très clairement, dans la mesure où si pendant quelques heures, quelques jours, tous les regards ont été portés vers l'Iran et ce qu'allaient faire les Israéliens, etc., ça laissait un grand vide du côté de Gaza. Donc maintenant que les Israéliens ont pu répondre, et même si à mon avis c'est que temporaire, répondre aux Iraniens, ils le disent eux-mêmes, maintenant notre priorité, ça va être Gaza, et ils vont dire... Et il y a le Hamas derrière, et derrière le Hamas, il y a l'Iran. Donc pour eux, c'est un argument de plus. Tout est aligné, quoi. Les astres s'alignent. Oui, très clairement. Coup des franches maintenant pour Benyamin Netanyahou à Gaza, et à Rafah en particulier, à Aline Jacotet. C'est vrai que ça bouge beaucoup aujourd'hui encore, là, au moment où on parle. Oui. Alors en effet, je pense qu'après cette séquence iranienne, Israël sort légitimé en fait d'un certain nombre de choses. Par ailleurs, il y a toute une attention médiatique qui a été portée sur cette attaque entre l'Iran et Israël, et puis qui a permis en fait aux Israéliens de faire passer quelque part au second plan le sort des personnes de Gaza. On ne sait pas exactement quels ont été un peu les termes qui ont été discutés entre Netanyahou et Biden pour que Biden quelque part donne son feu vert à une sorte de riposte israélienne, même si elle n'a pas été assumée. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la priorité vraiment des Israéliens, c'est Rafah. Et qu'il n'y a plus grand monde pour les arrêter. Et qu'il n'y a plus grand monde pour les arrêter. Et qu'en fait, disons, une fois que cette attaque iranienne a été passée, l'attention principale des Israéliens, ça reste vraiment sur leurs otages. Il y en a encore 130, donc un grand nombre probablement qui sont morts. Mais c'est ça le nerf de la guerre pour les Israéliens. Et c'est pas l'Iran. Et je pense qu'il y a un grand soulagement probablement en Israël de sentir que la tension s'est abaissée, puis quelque part, on peut se consacrer à ce qui importe vraiment maintenant et qui est dans la botte côtière palestinienne. Le sort des Palestiniens, ça a toujours fait partie, Mitra Sorabi, du narratif du régime depuis très longtemps. Des affiches partout. Non, en fait. C'est-à-dire que c'est assez paradoxal, je souscris à ce qui vient d'être dit, mais c'est vrai que quand vous vous baladez à Téhéran aujourd'hui, vous avez des immenses affiches, et c'est pas nouveau, d'enfants gazaouis en disant ce sont les victimes innocentes, etc. Alors sans parler de ce qui se passe à Gaza en tant que tel, je dirais finalement la République islamique, en tout cas dans ma lecture de ce que je vois, n'a pas grand-chose à faire dans le fond des Gazaouis, puisqu'elle mène des actions qui finalement se retournent contre les intérêts des Palestiniens et des Gazaouis. Et ça revient à ce que je vous disais avant. Pour moi, en tout cas, c'est un avis personnel. Ces groupes ces groupes terroristes, si vous voulez. On rappelle quand même que les gardiens de la Révolution, ça fait à peu près 18 mois que le Parlement européen réclame que ce groupe soit mis sur la liste des organisations terroristes européennes. Donc, eux, si vous voulez, leur but, leur raison d'être, c'est de se maintenir au pouvoir. Alors, ils donnent effectivement un narratif autour de Gaza, nos frères palestiniens, etc. Mais dans les faits, très clairement, c'est pas ça qui compte, quoi. Pas du tout.
Jean-Marc Riclic, on dit le stratège. Je vous enferme un peu dans ce rôle de stratège, mais on se dit que maintenant, militairement, stratégiquement, la situation est trop bonne pour Benjamin Netanyahou pour ne pas avoir été pensée en amont. Voilà, là, vous tombez un peu dans la théorie du complot. Mais bien sûr, je me jette dedans. Pour ça, l'histoire va nous le dire, mais ce qui est en effet intéressant avec cette crise, c'est que si vous regardez, vous avez les attaques du 7 octobre, vous avez la compassion pour Israël qui va durer quelques jours, et puis après, tout de suite, c'est les critiques, et puis après, vous avez l'opération israélienne qui est lancée, qui attire énormément de critiques, et avec cette attaque, l'Iran a réussi un petit peu à inverser la vapeur. Maintenant, on va voir ce qui va se passer avec l'opération à Gaza, qui en effet est, pour les Israéliens, il n'y aura pas de retour en arrière. Ils vont... désolé du terme, ils vont finir le job. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont aller jusqu'au bout de la bande de Gaza. Il restera environ 6 bataillons du Hamas sur 24, voilà, qui seront encore actifs. Alors probablement, ce qui sort les 2-3 prochaines semaines, ils évacueraient les civils soit au nord, soit ailleurs. Et là derrière, il y a l'idée vraiment de nettoyer l'enclave, la bande de Gaza du Hamas. Maintenant, le but stratégique de Netanyahou, qui est de détruire le Hamas, non seulement en tant qu'organisation, mais en tant qu'idéologie, ça, c'est quasiment impossible, parce que vous n'arrivez pas à détruire... Ça, c'est presque encore une autre question. Oui, parce que ouais. mais ça va de nouveau revenir de manière très importante sur les Israéliens. Donc maintenant, ce sera comment on va pouvoir gérer cette après-crise. Et ça va demander beaucoup d'efforts de la part de la communauté internationale, et puis justement les monarchies du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite, qui va faire pression sur les Américains, qui est en train de faire pression pour avoir un accord sécuritaire plus accès au nucléaire civil, et demander la reconnaissance, enfin une solution à 2 États. Il faudra voir maintenant si les États-Unis ont le bras assez long, puis surtout ce qui va se passer au mois de novembre. Bah oui, ça ce sera, on va en faire, on pourra les refaire du coup ces émissions après les élections, les élections américaines. J'aimerais qu'on passe la fin de l'émission sur l'Iran vraiment, mais d'abord quelques mots avec vous, Thierry Coville, sur l'autre grand acteur de la région, celui qui apparemment était en guerre froide avec l'Iran depuis un certain temps, l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui joue un jeu qui est difficile à comprendre et à décrypter. Peut-être vous allez nous aider, à la fois en prévenant, semble-t-il, les Américains, donc les Israéliens, de ce qui va se passer, en même temps en fermant leur ciel à tous les chasseurs qui auraient des velléités d'interception de missiles iraniens. Ils se situent où, les Saoudiens, dans ce jeu-là? Pardon, je poursuis ma question, mais avant le 7 octobre, on parlait beaucoup d'un rapprochement, d'un réchauffement entre Riyad et Tel Aviv. Est-ce que c'est de nature, ce qui vient de se passer, à ressusciter ce réchauffement? Alors, je dois d'abord dire que moi, j'ai déjà assez de problèmes sur l'Iran. Je connais beaucoup plus mal l'Arabie Saoudite, honnêtement. Ce que je vois, c'est que je connais plus l'Arabie Saoudite en tant qu'économiste, mais ce que je vois qu'il y a vraiment une priorité, je crois que ça a été dit également par un de vos invités, la priorité de Mohammed Ben Salman, c'est vraiment... je crois que c'est programme 2030, il a appelé ça, l'Arabie Saoudite, c'est d'arriver de sortir de la dépendance pétrolière, c'est de développer économiquement son pays. Donc il a d'énormes projets, et ce qu'il veut surtout pas, c'est d'un conflit régional. Mmh. Donc je pense que sa grande priorité, c'est de maintenir des bonnes relations avec tout le monde. C'est pour ça que j'essayais un peu de modérer quand j'entendais la coalition arabe anti-Iran. Vous savez, c'est toujours très facile. Moi, quand je vais en Iran, je me rends compte, c'est toujours très facile d'avoir un discours à Paris. Et puis, il y a des réalités géographiques. Donc, l'Arabie Saoudite, pourquoi ils ont rétabli les relations diplomatiques avec l'Iran? C'est qu'ils se sont rendus compte que affronter l'Iran en Syrie, en Irak, dans toute la région, c'était compliqué. L'Iran était bien implanté. Donc, ils veulent arriver, en gros, à régler un certain nombre de problèmes. Je dis pas que tout va bien avec l'Iran, mais par la voie diplomatique. Je pense que ce qu'ils veulent éviter absolument, c'est un conflit régional. Alors, et d'autre part, il y a eu quand même un rapprochement. Hein. Je tenais aussi à préciser un petit point. Ce qui compte, c'est pas de dire c'est bien ou c'est mal ce que fait l'Iran, mais depuis le début de la guerre à Gaza, si vous voulez, la stratégie de l'Iran, c'est d'agir par l'intermédiaire de son axe de résistance, mais en faisant passer un message, à mon avis, aux États-Unis, en leur disant s'il n'y a pas un cessez-le-feu à Gaza,
le conflit peut déborder. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une coordination effectivement entre ces membres de cet axe de résistance qui est de demander le cessez-le-feu à Gaza. Hein. Donc l'idée et d'autre part, il y a un volet également diplomatique. Il y a quand même des déplacements des dirigeants iraniens en Arabie Saoudite, en Turquie. Je pense qu'on voyait quand même un rapprochement de ce côté-là entre l'Iran et les grands pays arabes et turcs de la région pour arriver à peser diplomatiquement pour obtenir ce que tout le monde souhaite quand même, c'est un cessez-le-feu à Gaza. Alors on va plonger pour le quart d'heure qui nous reste en Iran. Le plus profondément possible, si vous êtes d'accord. Que cherche l'Iran exactement? Quel est le grand dessein à Téhéran? À quoi jouent les mollahs? C'était le titre de l'émission Focus de Christophe Sirot. Sitôt après l'opération Promesse honnête, le régime de Téhéran a mis la communauté internationale en garde. La question du nombre de missiles tirés ou ayant atteint leur cible est secondaire. La question principale, c'est l'émergence de la grandeur de la nation iranienne et des forces armées sur la scène internationale. Le point levé de la victoire lors de l'Assemblée consultative islamique, l'Iran qui brandit frontalement la menace nucléaire en cas de représailles, face à un État d'Israël et un Benyamin Netanyahou obsédé depuis toujours par l'idée que le vieil ennemi iranien se dote de la bombe atomique. Les accords nucléaires iraniens reposent sur des mensonges. Car Téhéran a toujours certifié et développé du nucléaire exclusivement civil. Sauf qu'il y a un mois, le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, a tiré l'alarme. Inquiet de voir la République islamique multiplier son stock d'uranium enrichi et défier les accords internationaux. L'Iran, tout proche d'accéder au statut d'État du seuil nucléaire, les pays capables de se doter rapidement d'une arme atomique fonctionnelle. Quoi qu'il en soit, le régime parade depuis le 13 avril, renvoyant aux yeux du monde ces scènes de liesse calibrées. Mais ces manifestations cachent mal la réalité, celle d'un peuple écrasé à la fois par le blocus économique et comme ici en 2022 par une répression qui s'est intensifiée depuis 10 jours par crainte de voir un nouveau soulèvement populaire. Raidissement du pouvoir iranien traversé par de vives tensions internes avec un guide suprême vieillissant dont la succession est contestée, avec des gardiens de la révolution, l'armée idéologique qui s'impose toujours plus au sommet de l'État. Dans ce contexte de grande instabilité, à quoi aspirent exactement les mollahs? À solidifier le statut de grande puissance de l'Iran au Moyen-Orient? À asseoir un peu plus leur pouvoir à l'intérieur du pays? Ou alors, plus prosaïquement, sont-ils simplement engagés dans une fuite en avant? Il y a comme toujours beaucoup de choses dans ce focus de Christophe Sirot. Jean-Marc Ricli, 1000 choses à nous dire. D'abord la question nucléaire. L'Iran et cette course à l'arme nucléaire. L'Iran nucléaire, c'est un scénario possible, plausible, réaliste, imminent? Alors imminent, je ne sais pas. En tout cas, c'est le scénario vers lequel on est en train de se diriger. Donc il y a eu les accords sur le nucléaire iranien de 2015, qui ont été négociés sous l'administration Obama. Lorsque Trump est arrivé au pouvoir en 2018, il a dit ça, on n'en veut pas. Et puis les Iraniens ont commencé à donner des signaux. On enrichit un peu plus. Donc maintenant, comme on l'a dit auparavant, ils sont arrivés au stade de l'état du seuil. Certains chiffres disent qu'en moins d'une semaine, ils pourraient avoir la capacité au niveau de l'uranium pour pouvoir développer une bombe nucléaire. Après, il faut encore arriver à l'enlever. Oui, il faut arriver à mettre l'uranium dans l'arsenaliser, comme on dit en français, et puis avoir les vecteurs. Donc, jusqu'à maintenant, on peut voir que le nucléaire iranien est utilisé comme une arme de négociation aussi. Notamment jusqu'en octobre l'année passée, il y avait cette volonté aussi de la part des Européens de continuer ces négociations. Là, maintenant, c'est clairement remis en question. Donc maintenant, si
on continue sur cette trajectoire de fuite en avant, à un moment donné, eh bien, il va se passer à un moment donné où les mollahs devront prendre une décision. Et puis, s'ils voient qu'il y a une fenêtre d'opportunité, il est possible qu'ils développent ses capacités nucléaires. Alors là, ça changerait de la donne dans la région, parce que, comme j'ai mentionné auparavant, l'Arabie saoudite cherche maintenant à avoir accès au nucléaire civil. Puis là, derrière, c'est pas seulement faire l'électricité, c'est aussi acquérir des capacités pour développer du militaire. Donc, personne n'a intérêt à ce qu'on militarise plus au niveau nucléaire la région, mais simplement, comme il y a une situation qui est très fluctuante, avec un multi-alignement, on n'est plus du tout dans la situation du Golfe de la décennie précédente. Il y avait cette alliance, on aurait pu dire, de fait, entre l'Arabie saoudite et les monarchies du Golfe contre l'Iran. On n'est plus dans cette logique-là. Et donc, vous avez aussi la Chine qui rentre dans la région. Donc, pour répondre à votre question, si on continue comme ça, il est possible, en effet, qu'on y arrive. Mais là, ça va complètement changer la donne dans la région. Si c'est le but poursuivi, Antoine Tchielachi, est-ce que les Iraniens ont une chance d'y arriver? C'est-à-dire, quand on voit la puissance militaire de leurs adversaires. C'est ça toute la question. Est-ce qu'ils ont vraiment intérêt à arriver jusqu'au statut de puissance nucléaire ou juste avant? Il faut juste imaginer les réactions que ça va susciter. Justement. Israël, les Américains vont leur sauter dessus. Et même, et ça c'est très important, leurs partenaires russes et chinois ne veulent absolument pas d'un Iran nucléaire parce que course à l'armement ensuite dans la région. Les Saoudiens ont dit que si les Iraniens avaient l'arme nucléaire, ils voudraient aussi l'avoir. Donc personne ne veut, à part l'Iran, ni leurs amis ne veulent que l'Iran ait l'arme nucléaire. Et comme vous le disiez, et à mon avis, c'est ça le nœud du problème, c'est par contre une arme de négociation massive. Ils jouent, et ils jouent très bien avec ça depuis des années, en faisant peur, en augmentant tout à coup le taux d'enrichissement, le nombre de kilos enrichis, etc. Et très honnêtement, j'ai l'impression que c'est là que l'option nucléaire est la plus rationnelle pour les Iraniens, pour l'instant, parce qu'ils peuvent tout à coup être, on va dire, acculés et se dire, on n'a plus aucune chance, ça sera l'arme nucléaire. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que ça reste une arme de négociation. Mitra Sorabi, laissons le nucléaire 2 minutes, parce qu'on ne peut pas tout faire, et puis c'est beaucoup des spéculations aujourd'hui sur cette question nucléaire. Le front intérieur, parlons-en, au moment où Téhéran lance le 13 avril, dans la nuit du 13 au 14, ses missiles, le régime lance aussi une répression assez forte et dure, sociétale, à l'interne de son pays. Est-ce que cette stratégie, c'est aussi la stratégie d'un régime, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur, d'un régime aux abois, en fait? Est-ce que ça trahit une fragilité d'un régime qui a peur pour lui-même? Alors, vous avez raison, donc le samedi où l'attaque a été lancée, il y a eu tout d'un coup beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux qui sont apparues avec une police des mœurs extrêmement violente qui traînait des femmes par terre et qui les embarquait. Donc il y a eu ces images-là. On a même vu une femme qui, malmenée par la police des mœurs, a commencé à faire une crise qu'on peut qualifier d'épilepsie par terre autour de personnes qui essayaient de la secourir. Donc c'est ça à quoi on a assisté. Alors si vous voulez, le durcissement de la répression elle a toujours eu lieu depuis 45 ans et en particulier depuis 2022. Je rappelle quand même, parce que c'est important, que le mois dernier a été rendu un rapport de la part de la mission d'établissement des faits sur l'Iran de l'ONU, 635 pages de rapport, et la conclusion c'est accablant. Des crimes contre l'humanité ont été commis et c'est la première fois qu'on a un rapport onusien qui parle de crimes contre l'humanité. Et ce qui était beaucoup plus saisissant, c'est qu'à l'heure de faire la liste de ceux qui étaient responsables, eh bien, est nommé dans le rapport Ali Khamenei, le guide suprême de la République islamique. Donc clairement, c'est un régime aux abois. La répression, finalement, le but, c'est d'éviter que tout d'un coup, il y ait des soulèvements intérieurs pendant qu'ils sont occupés sur leur front extérieur. Mais ce que j'aimerais quand même dire, c'est que la répression intérieure, si vous voulez, participe de la même bataille de ce qu'on a parlé jusqu'ici, qui est fait à l'international. C'est-à-dire que cette idéologie islamique, eh bien, elle a un aspect interne, c'est-à-dire on va mater les gens pour qu'ils respectent cette idéologie islamique et notamment le port du voile. Et puis il y a un aspect international, parce que dans cette idéologie islamique, c'est pas que finalement d'islamiser son propre territoire, mais c'est d'islamiser tout court le monde en réalité. Et c'est ça à quoi on assiste aujourd'hui. Thierry Coville, vous parliez, vous, avec cette prudence de riposte calibrée, j'en reviens au début. Est-ce qu'on est dans une riposte militaire à une attaque militaire? Est-ce qu'on est dans un acte de politique extérieure? Est-ce qu'on est dans un acte de politique intérieure aussi? C'est la même question d'un régime possiblement fragilisé et obligé de jouer la surenchère. Alors, je l'ai dit au début, dans les facteurs qui ont conduit l'Iran à riposter à cette attaque du consulat, je pense qu'il y avait le fait qu'il y avait un mécontentement
il y a eu des déclarations de grands supporters du régime, d'anciens pasdaran, disaient « ça suffit maintenant ». Donc ils font beaucoup de choses depuis, notamment la crise politique récente, pour garder absolument le soutien de cette minorité, si vous voulez, qui quoi qu'ils fassent, les soutiennent. Ils ont compris aussi qu'un des problèmes, pourquoi il y a eu une révolution et pourquoi le Shah a perdu le pouvoir, d'après les dirigeants iraniens, c'est parce que justement, à un moment, il s'est retourné contre ceux qui le soutenaient. Donc ça, ils l'ont bien compris. Par contre, moi, je ne crois pas du tout, j'ai lu ça aussi, qu'ils se lançaient dans une fuite en avant pour, disons, l'idée, c'est de durcir le ton sur le plan intérieur. Ça va... Cet affrontement qu'on a vu, d'ailleurs, ils ne veulent pas qu'il y ait un affrontement. Ça ne va pas changer quoi que ce soit, à mon avis, à la crise politique interne profonde qu'il y a en Iran, notamment depuis les manifestations de protestation liées à la mort de Mahsa Amini. Les équilibres dont on a parlé, alors, moi, je ne vais pas discuter s'il y a 20% de gens qui soutiennent le régime, 80% contre, mais du moins, ces équilibres, on les connaît. Ils ne vont pas changer parce que, tout d'un coup, il y a une guerre. Alors, il y a peut-être le nationalisme iranien qu'il ne faut jamais sous-estimer. Donc, je pense aussi, je pense qu'il faut... mon travail, j'essaie d'être réaliste, c'est pas de dire du bien ou du mal de l'Iran, c'est d'essayer de comprendre. Je pense qu'il faut arrêter, il n'y aurait pas un nationalisme profond en Iran né pendant la guerre Iran-Irak, quand même, donc le régime n'existerait pas. Donc, c'est un mélange de nationalisme et d'islamisme. Pour répondre à votre question, je ne crois pas que l'idée que l'Iran se lance dans un conflit ou tente de lancer dans un conflit pour régler ses problèmes internes, ça j'ai du mal à, on va dire, à l'acheter, cette version. Écoutez, oui, bien sûr, Mitra. Je suis assez d'accord, la fuite en avant, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Par contre, il faut quand même dire deux choses. Je fais très très vite parce que je vois le temps qui défile. Vous êtes très forte pour être présentatrice de télévision. Non, je dois dire, finalement, la répression qui est commise par la République islamique, c'est la seule arme qu'ils ont et qu'ils ont décidé d'utiliser, à savoir l'appareil répressif étatique, pour éviter que la population les renverse. Il n'y a pas d'autre solution pour eux que ça. Et l'autre chose que j'aimerais quand même préciser par rapport au nationalisme iranien, alors certes, pendant la guerre Iran-Irak, mais enfin c'était il y a 36 ans, la fin de la guerre, si je ne me trompe pas, il y avait une forme de nationalisme avec des jeunes qui se sont mobilisés pour la République islamique contre l'État agresseur irakien. Aujourd'hui, on est dans une situation totalement différente. En réalité, les gens qui se reconnaissent dans un nationalisme iranien, précisément, ils se reconnaissent dans la culture, l'histoire et les valeurs que la République islamique n'incarne absolument pas. Ouais. Ces Iraniens considèrent que la République islamique les colonise et tentent d'écraser ce qui fait leur identité. Et donc, le nationalisme iranien, ce n'est pas le nationalisme de la République islamique. Et vous aurez remarqué que je n'ai jamais prononcé le mot Iran ce soir et que j'ai toujours dit République islamique. Parce que pour moi, c'est deux choses totalement différentes. Eh bien, merci Mitra Sorabi, merci à vous tous. On n'a pas tout à fait terminé l'émission. Il est temps de débriefer et de parler peut-être d'un autre Iran avec Adriana Stimoli. Bonsoir Adriana. Bonsoir Alexis. Bienvenue. Bonsoir tout le monde, merci. On parle d'un autre Iran et de l'Iran, hors de l'Iran en fait. Ouais, on s'intéresse à ces voix qui contestent le régime iranien depuis l'étranger. Alors, parmi ces voix, il y a beaucoup de gens qui viennent de la diaspora et pour cause. En général, dans la diaspora, on est assez opposé au régime. Il y a une histoire, beaucoup de personnes se sont exilées après la révolution en 1979. Alors, ces voix d'opposition, elles sont multiples, mais parmi elles, des actrices, des vraies stars d'Hollywood. Il y en a plusieurs, mais on va parler de deux d'entre elles. On va parler de Nazanin Boniadi, que vous voyez à gauche de votre écran, qui a joué dans la série Homeland. Et How I Met Your Mother. Exactement. Et de la franco-iranienne Golshifteh Farahani, plusieurs fois nominée au César. Je vous parle d'elles parce qu'elles sont emblématiques d'une certaine force, d'une résonance comme ça à l'international. Depuis la mort de Mahsa Amini en septembre 2022, leur engagement est plus visible, plus médiatisé que jamais. Nazanin Boniadi a par exemple fait le tour des plus célèbres plateaux télé. Elle a même... Sauf infrarouge, pour l'instant, mais ça viendra. Elle a même été reçue à la Maison-Blanche en octobre 2022. La vice-présidente Kamala Harris tweetera cette rencontre et Kamala Harris, dans son tweet, dit aux femmes iraniennes « On vous voit et on est avec vous ».
Golshifteh Farahani, elle n'a pas, en tout cas pas encore été reçue à la Maison-Blanche, mais elle est aussi extrêmement suivie. Sur Instagram, par exemple, elle a 17 millions de followers. Pour l'anecdote, c'est autant que Joe Biden. Bon, il en a 100 000 de plus, mais ça compte, exactement. Golshifteh, elle a vécu en Iran jusqu'en 2008. Année où elle décide alors de partir en France parce que le régime la harcèle pour ses choix de rôle dans de nombreux films. Dans les interviews qu'elle donne, Golshifteh Farahani dénonce le régime iranien, mais elle parle aussi de ce que c'est d'être une femme en Iran. Au journal Le Monde en 2022, elle dira ceci: « Toute ma vie en Iran, j'ai détesté être une femme, car une femme en Iran est coupable de ses seins, de ses cheveux, de ses formes. » Alors, ces femmes sont à la fois des stars d'Hollywood avec, osons le mot, à un côté un peu glamour, et des figures politiques qui rassemblent des milliers, des millions de gens. Aline Jacotet, leur engagement, est-ce que vous pensez que ça a un impact ? Oui, certainement que ça a un impact. Ça a un impact surtout pour faire une sorte d'écho de ce qui se passe en Iran même. L'impact majeur, c'est celui des femmes iraniennes elles-mêmes qui sont en Iran et qui démontrent leur force. Et ces femmes à l'international sont leur porte-parole. Une petite courroie peut-être même de transmission entre ces femmes et puis l'opposition intérieure qui nourrit l'une par l'autre. Pardon. Sans doute, oui. Je ne sais pas de quoi je me permets de m'intervenir. Non, vous avez bien fait. Ce qui est frappant, c'est que beaucoup d'artistes iraniens prennent la parole pour dénoncer le régime. L'art a bien sûr toujours été utilisé comme un moyen de contester le pouvoir en place, mais la mort de Masha a sans doute un peu allumé encore plus la mèche. Ça a embrasé les artistes, les actrices d'Hollywood, on l'a vu, mais aussi les écrivains, les poètes, les chanteurs, tout ça dans les membres de la diaspora, mais aussi et peut-être surtout à l'interne du pays. Et malheureusement, on l'a appris cet après-midi, d'après le quotidien iranien Shargh, que le tribunal iranien aurait condamné à mort le rappeur Toumaj Salehi, dont vous voyez l'image à l'écran, qui est en prison depuis octobre 2022. Ces textes critiquent frontalement le régime et soutiennent les manifestations civiles. Alors il faut comprendre que cette contestation artistique a lieu malgré des risques immenses pour les artistes. Une question, Mitra Soprani. Aujourd'hui, les artistes iraniens en Iran, on dirait qu'ils n'ont pas le choix. Leur art, leur parole, elle est forcément politique. Oui, absolument. Toumaj Salehi, qui a été condamné à mort aujourd'hui, eh bien, lui dit dans une de ses chansons, si vous êtes un artiste et que vous ne faites rien quand vous voyez ce que le régime commet, eh bien, vous êtes vous-même un meurtrier. Et il y a vraiment cette prise de conscience, cette responsabilisation de tous ces artistes, actrices, réalisateurs, musiciens, qui sont pour beaucoup aujourd'hui dans les prisons d'Evin. Et si vos téléspectateurs veulent voir d'ailleurs un film qui est absolument remarquable pour comprendre l'hypocrisie et la vraie dimension d'un régime totalitaire, eh bien, je leur conseille d'aller voir Chronique de Téhéran, qui a été réalisé par un Iranien, et où vous voyez devant vous ce que ça veut dire de vivre dans un totalitarisme religieux. Merci Adriana, merci Mitra Sorabi, merci à vous tous. Thierry Coville, merci d'avoir été avec nous à Paris. Je rappelle, pour ceux qui aimeraient aller plus loin, votre ouvrage qui n'est pas très vieux, qui date de 2022, le dernier, il y en a beaucoup, qui s'appelle L'Iran en mouvement. De la Perse à la République, une puissance en mouvement, pardon. Une puissance en mouvement, si je peux me permettre. Oui, une puissance en mouvement, je viens de corriger, de la Perse à la République islamique. Infrarouge, c'est fini pour ce soir, on se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure, on verra de quoi nous parlerons. Excellente soirée d'ici là, et excellente semaine aussi sur la RTS ou ailleurs, bye bye.